Le thème des droits culturels concerne certes les personnes, c'est là-dessus que la déclaration de Fribourg a plutôt insisté, mais il concerne aussi la reconnaissance des droits culturels de certaines minorités, parfois menacées. Alors, ce qui explique la création de l'Observatoire, c'est que les politiques culturelles se développaient de plus en plus dans les territoires, dans les collectivités territoriales. Et cet essor formidable, le ministère de la Culture a compris, à un moment donné, en tout cas en son sein, il y avait des personnes qui regardaient cela, qu'elles auraient du mal à suivre ces évolutions du point de vue de l'évaluation, du point de vue de la formation, du point de vue de l'accompagnement des collectivités. C'est en particulier Augustin Girard, le chef du département des études de la prospective, qui faisait ce constat que son département de recherche ne pouvait plus prendre tout cela en charge. Il y avait besoin d'un escorteur, en quelque sorte, des politiques culturelles qui soit souple aussi, qui puisse être réactif. C'est cette idée-là qui a été au fondement de l'Observatoire, qui a été portée au départ aussi par une très jolie figure, René Risardo, qui avait été adjoint à la culture d'Hubert Dubedou à Grenoble, et qui, après la défaite d'Hubert Dubedou en 1983, avait décidé de se lancer dans l'expertise culturelle au niveau européen. Et donc René et Augustin Girard ont imaginé cet observatoire-là, parce qu'il faut savoir que quand on évoque les années 80 et le doublement du budget du ministère de la Culture très rapidement, on pourrait même dire d'ailleurs que ce budget il a triplé en l'espace d'une douzaine d'années. Mais parallèlement, le budget des collectivités territoriales, il a quadruplé. Est-ce qu'on le sait? Pas suffisamment, je pense. Et vous voyez, ça a donné évidemment cet essor formidable des politiques culturelles au niveau territorial. On a équipé les territoires, jamais suffisamment. Et puis, de toute façon, les enjeux changent, donc il faut toujours poursuivre la tâche. Mais à un moment donné, il fallait un outil de formation, d'études, d'interaction. Et donc l'Observatoire il a été créé pour relier le monde les services de l'État, les collectivités territoriales, élus, services, le monde des réseaux artistiques et culturels, et puis celui de la recherche et de la société civile. Alors, si on regarde objectivement les choses, énormément de progrès, d'une certaine façon, ont été faits en 30 ans, y compris de manière réflexive sur ce qui a marché, ce qui marche, et ce qui n'a pas fonctionné comme on pouvait l'imaginer. Mais vous savez, il y a 30 ans déjà, en 1989, le ministère de la Culture sort une nouvelle étude sur les pratiques culturelles des Français, la présente au ministre. Le ministre, Jacques Lang à l'époque, a beaucoup de mal à croire que tous ces moyens que nous avons mis dans la culture, dans les politiques culturelles, produisent aussi peu d'effets en termes de démocratisation. Pourquoi? Parce que finalement, on a construit les politiques culturelles sur un principe assez descendant, en imaginant que l'offre suffirait à générer la demande et que l'élargissement de l'offre générerait aussi l'élargissement d'une demande, y compris sociale. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Évidemment qu'il y a plus de monde, il y avait plus de monde, de plus en plus de monde dans les salles, mais sociologiquement, le public ne se transformait pas. Et il a fallu du temps pour intégrer cette prise de conscience dans l'action. Ça a été douloureux pour les acteurs culturels, parce que quand on leur présentait ces éléments-là, ces éléments d'études, ils n'y croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils disaient « mais moi je connais mon public ». Mais connaissaient-ils leur non-public avec beaucoup de guillemets? Et c'est la question. Et puis l'autre question, c'est que, vous voyez, dans toute cette période-là, ce qui s'est passé, c'est que la palette des arts s'est diversifiée. C'est ce qu'on a appelé la pluralisation artistique. Ce qui a aussi émergé, c'est la problématique finalement de la diversité culturelle. Est-ce qu'on s'en est si bien saisi que cela de cette problématique de la diversité culturelle? Je ne pense pas. Je pense qu'on a raté beaucoup de trains en France à cet égard, même si sur le plan
internationale avec la convention de l'UNESCO. La France a été présente pour défendre les principes de la convention. Finalement, sans savoir si bien que cela, traduire ces principes dans son action intérieure. Et donc, pluralisation des arts, diversité culturelle, essor des politiques culturelles au niveau territorial, renouvellement générationnel aussi, révolution numérique. C'est énorme ce que nous avons connu en 25 ans, de 1994, l'émergence d'Internet à aujourd'hui. C'est une révolution totale. Elle ne concerne d'ailleurs pas que les questions culturelles, ou elle concerne les questions culturelles soit globalement, soit à un niveau limité par rapport à tout ce que cela représente. C'est bien plus que la révolution Gutenberg, ce qui nous arrive. Et cela, aujourd'hui, nous avons aussi à réfléchir à la manière d'intégrer dans des politiques culturelles, y compris territoriales, ces enjeux-là, pour que ça ne nous échappe pas, pour que les produits culturels qui circulent sur le net ne soient pas que le fait des GAFAM, ou bien que la création aussi, avec les outils numériques, soit soutenue dans le cadre d'une politique publique. Donc là, il y a des enjeux vraiment très importants. Puis ce qui a changé aussi, c'est que il y a 30 ans, sûrement qu'on considérait la politique culturelle en soi. Bon, la réflexion sur l'éducation artistique qui a commencé déjà à cette époque-là, et même auparavant, nous permettait d'entrevoir qu'il fallait peut-être jouer beaucoup plus transversal. Le thème de la transversalité, il était déjà présent, y compris dans les débats, mais au fond, on ne le prenait pas au sérieux, puis on ne traduisait pas. Vous voyez, cet enjeu de la transversalité entre éducation, culture, champ social, champ économique, ça c'est une problématique que l'on finit par creuser de plus en plus. On a encore beaucoup de chemin à faire de ce point de vue-là, mais on sait qu'il y a là une voie de dialogue, d'interaction entre des mondes qu'il faut améliorer. Ça, ce sont aussi des enjeux dont on parle de plus en plus ces dernières années. Alors vous me demandiez ce qui avait changé. Je vous ai parlé de la notion de démocratisation. Bien sûr que le débat démocratisation-démocratie culturelle existait déjà. Ce qui a peut-être fait encore bouger ce débat, c'est le thème des droits culturels. On en parle un peu plus depuis 2007, mais en réalité, le sujet, il était déjà présent dans les années 90. On l'oublie, parce qu'on n'a pas toujours la mémoire, on n'est pas toujours expert de ce sujet, c'est la faute à personne. Mais voilà, ce sujet-là, il était d'ailleurs très présent dans la Déclaration universelle de l'UNESCO en 2001, et puis dans la Convention de l'UNESCO de 2005. Et puis voilà, il a pris un tour particulier par la suite dans les débats publics en France. Alors, je crois que la notion de droit culturel, elle est extrêmement intéressante parce que si on la comprend bien, elle intègre les différentes manières de vivre une relation aux arts et à la culture, que ce soit selon le principe de démocratisation, que ce soit selon le principe de démocratie culturelle, de participation. Et ce qu'elle ajoute en plus, c'est l'idée que chaque personne peut être contributrice, peut être productrice et peut être reconnue dans sa faculté de contribuer à la vie culturelle. Ce sont ces trois dimensions qui restent présentes, parce que lorsqu'on regarde bien ce que cela signifie, c'est à la fois l'accès à la culture, c'est la reconnaissance de la participation, de la prise en compte de la participation au sens large du terme, et la prise en compte de la contribution des personnes. Mais pas que des personnes, parce que quand ce thème a été mis en valeur par l'UNESCO, c'est aussi à l'égard de populations opprimées culturellement qu'il a été mis en avant. Pas seulement, pas parce qu'il fallait en quelque sorte relativiser toutes les cultures entre elles, mais parce qu'il y a des cultures autochtones, des cultures très minoritaires qui étaient étouffées, écrasées parfois, et qu'il fallait leur donner
une place et une reconnaissance. Donc c'est tout cela. Il y a une autre dimension que les droits culturels apportent, et à mon avis, cette dimension n'a pas été suffisamment mise en avant, discutée, et ça aurait pu éviter un certain nombre de malentendus. Cette dimension, c'est la dimension artistique. Elle était présente dans la réflexion sur les droits culturels depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a des juristes comme Emmanuel Decaux ou comme Jean-Marie Pontier qui ont d'emblée identifié cette problématique. Decaux, à la fin des années 90, participant à un colloque sur le sujet, avait très bien diagnostiqué le problème en soulignant que au XXe siècle, les premières victimes des régimes totalitaires et autoritaires, c'était les artistes et les intellectuels. Donc il fallait que les droits culturels intègrent la protection des artistes, la protection de la liberté d'expression, ce que fait d'ailleurs la Convention très bien. De ce point de vue-là, la Déclaration de Fribourg, qui est un texte magnifique du point de vue de la prise en compte de la dimension anthropologique de la culture, a fait l'impasse, quasiment l'impasse, sur ce sujet. C'est dommage, c'est un débat, un dialogue que je peux avoir avec Patrice Meyer-Bisch, mais c'est dommage parce que je pense qu'au fond, beaucoup d'acteurs culturels ne l'ont pas bien lu, la déclaration. Et je pense qu'il faut faire attention à ne rien caricaturer. La vie artistique et culturelle, c'est quelque chose de complexe. Dans la vie de chacun d'entre nous, on peut être spectateur, on peut être auteur, on peut être participant, on peut être pratiquant amateur. Bon, on peut vivre toutes ces façons-là, la culture. Ben, il faut pouvoir reconnaître tout cela, de temps en temps être dans la contemplation, de temps en temps être dans la participation. Voilà. Tout cela définit une façon de vivre la culture qui est beaucoup plus ouverte aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois. C'est une chance formidable pour l'émancipation des personnes. C'est aussi cela que peuvent signifier les droits culturels. C'est le partage des arts. Le premier thème, c'est comment mieux partager l'art aujourd'hui. Là, l'idée, c'était de mettre en valeur, là encore, les différentes façons de produire de l'art et les différentes façons de vivre l'art. Il se trouve que dans les 2 dernières décennies, ce qui a beaucoup progressé, c'est la problématique des arts participatifs. D'ailleurs, dans le domaine de l'art contemporain, déjà dans les années 90, on parlait d'esthétique relationnelle. On n'en est pas loin, bien sûr. Donc, les arts participatifs, c'est un phénomène extrêmement intéressant dont se saisissent beaucoup d'artistes. Ça a une signification, certainement, du point de vue de l'évolution de la création artistique. Mais ça nous dit aussi quelque chose de la façon dont nos contemporains vivent ou ont envie de vivre une relation à l'art. Et nous, ce que nous voulions dire au fond, c'est que toutes ces façons de faire, produire un spectacle sur une scène de façon classique, faire venir les arts dans la rue, dans d'autres espaces publics, dans des appartements, etc., etc., toutes ces façons de faire ont leur légitimité. Après, il faut voir comment elles remplissent une fonction d'intérêt général. Et c'est à ce moment-là qu'elles peuvent être soutenues du point de vue des politiques publiques. Et toutes ces façons de faire ont de toute façon leur légitimité et il faut pouvoir le reconnaître. Donc on voulait mettre en valeur cela. Et le deuxième débat, c'était de dire, bon, oui, nos questionnements sur la démocratisation, la démocratie, le droit culturel, tout ça c'est très important. C'est très important, il faut continuer d'y travailler. Mais il y a une autre question massive qui est devant nous, qui surplombe toute celle-là. C'est cette crise de la démocratie que nous vivons aussi dans notre pays. Alors peut-être à une échelle moindre qu'ailleurs, parce que regardez la montée des nationalismes, la montée des populismes, la façon dont les grandes entreprises de communication s'émancipent de toute législation pour fabriquer avant tout du profit en exploitant le plus grand univers culturel, le plus grand espace culturel du monde qu'est Internet. Tous ces phénomènes-là se conjuguent en même temps, dans la même période, dans la même époque, dans cette même époque de transformation totale que nous vivons. Et du coup, la question c'est de savoir aussi comment franchir ce cap,
comment franchir, je dirais, une telle crise civilisationnelle? Est-ce que nous en serons capables? Est-ce que les arts et la culture peuvent accompagner cette transformation et comment? C'est ça au fond les questions que l'on veut poser. Les autres questions d'ailleurs, elles cherchent à explorer le sens que les arts et la culture peuvent donner à un projet de société dans le monde de demain. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez les autres thèmes que l'on explore, eh bien, on va se poser la question de savoir ce que les arts nous disent de la transformation du monde. Qu'est-ce qu'ils nous disent du point de vue de la transformation écologique du monde? Il y a des artistes qui se sont saisis de cela. Les arts, ils disent aussi plein de choses du point de vue de la diversité culturelle. Ils sont pleins de diversité culturelle. Mais je pense qu'on ne sait pas métaboliser dans un discours de politique générale cette faculté des arts à nous parler d'autres cultures. Et pourtant, quand on va aller voir un spectacle de musique du monde, on va se dire, on va peut-être apprécier, tout comme on peut apprécier des cuisines du monde, des gastronomies du monde. Mais est-ce qu'on métabolise cela dans une réflexion plus générale sur ce que ça signifie du monde d'aujourd'hui? Non, mais je pense que ces questions-là, elles méritent d'être posées. À Marseille, on va se poser la question des promesses de la diversité, mais aussi des embarras de cette notion. Parce qu'aujourd'hui, elle est mise un petit peu à toutes les sauces. Et puis parfois, on revendique aussi la diversité. En tout cas, on se revendique de la diversité pour dire que c'est très bien, mais à condition de l'adapter à un certain contexte culturel, entre guillemets. C'est-à-dire à condition parfois de s'émanciper des règles universelles qui doivent accompagner cette diversité, et que précise très bien l'UNESCO d'ailleurs, dans la déclaration universelle. C'est quand même l'esprit de démocratie, le respect des droits de l'être humain, le respect de la liberté d'expression. Si on n'articule pas ceci et cela, on rate une marche. Donc voilà, on va poser ces questions-là. En Europe, on va aller à Bruxelles, en partenariat avec la Fondation européenne de la culture d'Amsterdam, interpeller l'Europe. Est-ce qu'on peut penser une Europe sans citoyens? Est-ce qu'on peut penser une citoyenneté européenne si on ne l'accompagne pas par un travail éducatif et culturel? C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de sensibiliser les jeunes générations au fait que l'Europe est leur communauté de destin, comme le disait Edgar Morin, qu'on le veuille ou non. Elle ne le sera peut-être pas si on ne fait pas le job, mais il faut les accompagner pour cela. Et l'éducation artistique et culturelle peut être l'un des vecteurs de cet accompagnement. Et je pense, moi, qu'on peut tout à fait concevoir, à l'échelle européenne, un Erasmus de l'éducation artistique et culturelle qui permettrait de faire de cette éducation artistique et culturelle un droit culturel pour chaque enfant. Et là, peut-être que l'Europe prendrait une autre signification. Voilà, il y a d'autres étapes que l'on a imaginées. Par exemple, à Metz et en Grand Est, on va se poser la question de l'humanisation de la civilisation numérique. Parce que au début de l'émergence du numérique, on avait une foi dans ces outils-là qui étaient presque inconsidérés. Pierre Lévy parlait de cette fabuleuse intelligence collective qui pouvait se mettre en place. Bon, on sait maintenant que ce sont des outils ambivalents. Alors comment les arts et la culture peuvent-ils participer de cette humanisation de la civilisation numérique? Voilà la question que nous poserons dans le Grand Est. Bon, il y en a d'autres qu'on posera. Politique et culture à Avignon, parce qu'on fait une étude sur les élus et la culture aujourd'hui, et on a envie de nourrir ces nouveaux élus d'une réflexion sur ce qu'est la fonction d'élu et quels sont les défis qu'ils ont à relever. Alors il y a bien sûr encore deux étapes dont j'aimerais vous dire quelques mots. Une première étape assez originale, parce qu'elle va nous amener très loin, mais en même temps en France, chez nous, en Nouvelle-Calédonie. Et là, la question que nous avons souhaité mettre en débat, c'est celle des pratiques artistiques comme soutien au développement humain. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on vit la pratique artistique dans une sorte de quotidien permanent. On la vit d'une façon tout à fait différente de la façon dont on peut la vivre en métropole. Parce qu'elle fait partie de la culture calédonienne
je dirais presque de la culture anthropologique calédonienne. Chez nous, la culture des pratiques artistiques, la culture des beaux-arts, elle ne fait pas partie de notre culture anthropologique. C'est pour ça que, justement, on a imaginé d'abord la démocratisation, qu'on a contesté cela par la démocratie culturelle, et puis qu'on essaie d'améliorer les choses en recourant à l'idée de droit culturel. Et là, il y a un rapport étroit entre pratique artistique et développement humain qui nous paraissait intéressant d'explorer. Et puis on terminera notre parcours à Grenoble en nous posant la question d'une politique de la relation. Parce que tout cela dessine la possibilité d'imaginer ce que j'ai moi nommé pour notre parcours une politique de la relation, en référence évidemment à Édouard Glissant, d'imaginer une politique de la relation par les arts et la culture. Mais vous savez, le philosophe et sociologue Frédéric Worms, dans un livre récent sur la démocratie, appelle la démocratie une politique des relations. Et j'ai découvert ça récemment. J'ai trouvé que c'était intéressant d'associer ces deux idées-là. C'est un peu tout cela que l'on va explorer pendant une année. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.